La science-là a pour vocation la démystification, la simplification et même l'exploration de la nature. La nature existe indépendamment de la volonté humaine. Les phénomènes de la nature se produisent. L'homme n'y peut rien, il ne peut que les expliquer. Donc pour satisfaire sa curiosité, il a créé des sciences qu'on appelle les sciences de la nature. Ces sciences-là, on peut aussi les appeler les sciences naturelles, ou les sciences de la matière, ou les sciences d'observation. Parce que là, c'est l'homme qui observe les phénomènes. Il est à l'extérieur du phénomène et il observe comment le phénomène se déroule. Il veut apporter une réponse à ces explications, à ces questions. Isaac Newton disait quoi? Il dit, la nature est un grand livre qu'il faut interroger pour en déchiffrer les secrets les plus profonds. Qu'est-ce que ça veut dire? La nature est un grand livre qu'il faut interroger pour en déchiffrer les secrets les plus profonds. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la nature, oui, allez-y. Monsieur, ça veut tout simplement dire que la nature a beaucoup de phénomènes qu'on doit découvrir. La nature a beaucoup de phénomènes qui sont cachés, mais il faut chercher à les découvrir. Mais comment l'homme peut les découvrir? C'est en se posant des questions, en s'interrogeant. Quand il s'interroge, il cherche à trouver les réponses. C'est comme un livre qui est fermé, qu'on ouvre. On feuillette les pages pour connaître le contenu du livre. La nature est comme ça, comme un grand livre. Il faut donc interroger les phénomènes pour en connaître leurs secrets, les lois qui régissent ces phénomènes-là. Donc, l'homme a créé ces sciences de la nature. Donc, quelles sont que les sciences de la nature? Les sciences de la nature, c'est l'ensemble des matières, des disciplines qui étudient les phénomènes de la nature. Ce sont ces sciences qui étudient le monde réel là. Le monde réel, c'est-à-dire le monde matériel là. Le monde que nous voyons, le monde sensible, le monde que nous vivons ou le monde que nous pouvons observer. Ce n'est pas quelque chose qui est caché derrière la nature, la métaphysique, non, mais c'est la nature elle-même. Tous les phénomènes qui se produisent dans la nature sont étudiés par les sciences de la nature. Donc, les sciences de la nature, c'est l'ensemble des sciences qui étudient les phénomènes de la nature. Leur objet, c'est quoi? C'est la nature. Et tous ces phénomènes. C'est pourquoi, au niveau de la subdivision, ces sciences-là aussi vont se développer. Elles vont se subdiviser en deux branches, en deux catégories. Nous avons les sciences physico-chimiques qui étudient la matière inerte. Les sciences physico-chimiques étudient la matière inerte. Selon vous, qu'est-ce qu'une matière inerte? Une matière qui ne vit, qui ne respire. C'est la matière inerte. On les appelle les sciences physico-chimiques. C'est-à-dire, dans ces sciences-là, nous avons la physique et la chimie. Qu'est-ce que la physique? Oui, pour 11e année. Qu'est-ce que la physique? La physique? Oui. Monsieur. Vas-y. C'est une science qui étudie les matières. La matière. Ok. La physique est une science qui étudie le monde matériel, qui étudie le monde physique et ses manifestations. Donc, le mouvement des corps, leurs propriétés, leur évolution. Ça, c'est le monde physique. Qui peut me donner un exemple d'un phénomène physique? Un phénomène physique. Un phénomène physique. La chute des corps est un phénomène physique. Physique, viens ici. Reste là. L'attraction. La force. C'est un phénomène physique. Entre nous deux, qui va... Pourquoi j'ai gagné? C'est parce que je suis le plus fort. La force que j'exerce sur sa force est supérieure à sa force. Donc on appelle ça un phénomène physique. C'est pourquoi la physique a beaucoup de branches. Qui peut me citer quelques branches de la physique? Nous avons la mécanique, nous avons la cinétique, nous avons l'électricité, nous avons l'optique, nous avons l'acoustique, nous avons la dynamique et la thermodynamique, nous avons aussi l'électromagnétisme. Nous avons aussi ce qu'on appelle la physique quantique.
elle a beaucoup de branches. On est d'accord un peu? Après cette physique-là, nous avons la chimie. Et qu'est-ce que la chimie? La chimie est une matière qui étudie, oui, la matière et ses transformations. Ok? Elle étudie donc la réaction des corps, notamment de la matière. Ok? Cette chimie aussi a des branches. Qui peut me citer quelques branches de la chimie? Nous avons la chimie organique, la chimie minérale. Vous êtes d'accord un peu? La chimie organique, hein, la chimie minérale, la chimie même industrielle. Donc la chimie aussi étudie les phénomènes de la nature. La deuxième subdivision, ce sont les sciences biologiques. On peut appeler ça la biologie. Qu'est-ce que la biologie? La biologie vient du grec bios, est égal à vie. Et logos, science. Donc c'est la science de la vie. La science de la vie. Donc la science du vivant. Qu'est-ce qui différencie un être vivant et une matière inerte? Une matière vivante et une matière inerte. Qui peut me donner un exemple d'une matière inerte en classe? Oui. On est d'accord un peu. Mais qui peut me donner un exemple d'un être vivant? Quels sont les types d'êtres vivants que nous connaissons? Il y en a trois. Nous avons les hommes, les animaux et les végétaux. Donc la biologie étudie ce qui est vivant. Donc le vivant. On peut dire que la biologie étudie la vie organique. La vie organique, ce qui vit. L'être humain. La biologie qui étudie l'homme, on appelle ça la biologie humaine. La biologie qui étudie l'animal, une partie de la biologie, c'est la zoologie. Et la biologie qui étudie, la partie de la biologie qui étudie les plantes, la botanique. C'est la botanique. C'est la botanique. Et donc voici en quelque sorte ce qu'on appelle les sciences de la nature. Vous allez comprendre que dans les sciences humaines, les sciences-là n'étudient pas l'homme. Non, sa mentalité, ses œuvres, on verra ça ultérieurement. Donc, maintenant, ces sciences-là ont une méthode spécifique, une démarche spécifique qu'on appelle la méthode expérimentale. La méthode expérimentale est cette méthode utilisée par les sciences de la nature. Qu'est-ce que la science expérimentale? Excusez-moi. Qu'est-ce que la méthode expérimentale? C'est l'ensemble des démarches, des voies, des moyens suivis par un savant pour infirmer ou confirmer un résultat scientifique. Donc, pour avoir un résultat, dire que le résultat est vrai ou il faut passer par la méthode expérimentale. C'est un raisonnement purement expérimental qui consiste à observer un phénomène, à formuler une hypothèse sur le phénomène et à vérifier l'hypothèse si elle est vraie ou elle est fausse. C'est pourquoi cette méthode a trois grandes étapes. Ou bien on dit qu'elle a trois grandes phases. Elle a trois grandes phases. Elle a ce qu'on appelle l'observation des faits, la formulation de l'hypothèse et l'expérimentation ou la vérification de l'hypothèse. Ce sont les trois phases. C'est pourquoi on dit que la méthode expérimentale est un processus à trois temps. Un processus à trois temps. Donc il y a l'observation des faits, la formulation de l'hypothèse et l'expérimentation. Ce sont les trois. C'est quoi l'observation des faits? L'observation des faits, observer c'est différent de regarder. C'est différent de contempler. Avec les œuvres d'art, on les contemple. On regarde avec du plaisir, avec de l'émotion. Mais en observant un fait scientifique, on observe avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de minutie, avec beaucoup de concentration spirituelle et mentale. J'observe. Et en observant le phénomène, on se pose des questions. Parce que le savant veut comprendre pourquoi ce phénomène-là. Quelle est sa raison d'être? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il se déroule? Qu'est-ce qu'il a produit? Qu'est-ce qui est derrière ce phénomène-là? Quelle est sa cause? Il se pose des questions en observant. Donc, l'observation
l'observation est différente du simple regard. On observe pour comprendre. On observe avec un esprit scientifique. Pour savoir comment ce phénomène se déroule. À ce niveau, il y a deux types d'observation. Deux types. Nous avons l'observation simple ou naturelle. Pourquoi elle est simple, elle est naturelle? Parce qu'elle se fait sans l'utilisation des instruments. Elle se fait à l'aide des organes de sens. Naturellement, j'observe naturellement comment un phénomène se déroule. J'observe l'ébullition de l'eau. À 100 degrés Celsius, l'eau se met en ébullition. Observation directe. J'observe la dilatation d'un métal, d'un fer. C'est une observation directe. Ici, on n'utilise pas les appareils. Maintenant, la deuxième, c'est l'observation artificielle qui s'oppose à la naturelle. Artificielle, qui ou armée ou équipée. Là, on observe avec des instruments, avec des équipements ou avec des appareils. Exemple d'un appareil d'observation. Le microscope, le télescope, le nanomètre. Tout ça, ce sont des appareils qu'on utilise. Pourquoi, selon vous, on utilise ces appareils-là? C'est pour avoir une fiabilité dans l'observation, pour avoir une précision. Parce que les organes de sens ne peuvent pas nous permettre d'observer tous les phénomènes. Il y a des phénomènes qui sont trop loin, qu'on ne peut pas voir. Il faut donc les agrandir, il faut les rapprocher. Il y a des êtres aussi qui sont infiniment petits. Arrêtez de se brûler vos grands. On va vous filmer. Et il y a des êtres qui sont infiniment petits. Comment les observer à l'œil nu? C'est impossible. Il faut utiliser des appareils. Exemple, le microscope. Si vous prenez aussi les objets célestes qui sont dans le ciel, on ne peut pas les observer à partir de la Terre. Il faut des appareils. Il faut des appareils. Les lunettes astronomiques, par exemple. Le télescope. Ce sont des appareils qu'on peut utiliser dans l'observation. Pour avoir une observation précise, nette, claire et fiable. Est-ce qu'on se comprend cela? Donc, après l'observation, le savant observe les phénomènes. Observer signifie constater avec attention comment un phénomène se déroule. Mais en observant le phénomène, il se pose des questions. Il cherche à trouver des réponses. Il apporte une explication anticipée, une explication rationnelle, anticipée, qu'on appelle l'hypothèse. Donc, il formule des hypothèses. Qu'est-ce qu'une hypothèse? Selon Claude Bernard, l'hypothèse est une interprétation rationnelle et anticipée des phénomènes de la nature. Qu'est-ce qu'une explication anticipée? C'est une explication qu'on donne à partir de l'observation d'un phénomène pour dire pourquoi ce phénomène. Ce phénomène a lieu à cause de tel autre phénomène. Ce phénomène a lieu à cause de tel autre phénomène. C'est une observation, c'est une hypothèse. L'hypothèse, donc, c'est cette explication qu'on donne à partir de l'observation d'un fait. C'est une supposition, mais elle est provisoire. Parce qu'on ne sait pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Pour le savoir, il faut passer par l'expérimentation, pour la vérification. Vérifier l'hypothèse. Est-ce que l'hypothèse est vraie? Ouais, ce que j'ai dit, l'explication que j'ai donnée à partir du fait, est-ce que c'est vrai? Je confronte mon explication au phénomène. Je fais une confrontation pour avoir la confirmation ou l'infirmation. Donc, la vérification consiste à contrôler l'hypothèse, à savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. C'est pourquoi cette méthode expérimentale a été résumée par le célèbre scientifique Claude Bernard qui résume la méthode là en ceci. Il dit quoi? Le fait suggère l'idée. L'idée dirige l'expérience. Et l'expérience juge l'idée. C'est-à-dire quoi? Le phénomène que tu observes suggère une idée. Ouais. Il y a ce phénomène parce que voici la cause de ce phénomène. C'est une idée. L'idée dirige l'expérience. Ok, on va voir si l'idée que j'ai là, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse. Après, l'expérience juge l'idée. Oui, cette idée, elle est vraie ou elle est fausse. Je vais vous parler tout à l'heure d'une expérimentation que Claude Bernard avait faite sur des lapins. Stop.